Bonjour, bon midi, heureuse de vous retrouver virtuellement. Donc, on entame ce midi la 13e saison des échanges urbains avec une rencontre sur le thème Le béton et son patrimoine, matière moderne, enjeux contemporains. Nos échanges vont se poursuivre en virtuel en janvier et en mars et en salle en mai prochain, avec des discussions sur les thèmes des intérieurs commerciaux, des quartiers montréalais et des communautés culturelles, ainsi que des paysages métropolitains. Donc, plus d'informations seront à venir au début de l'année 2025. Donc, avant de présenter la thématique et les invités de ce midi, je voudrais reconnaître que le musée McCord Stewart est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par des peuples autochtones, un territoire qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Guinguinéaga démontre toujours un profond attachement envers ce patrimoine, excusez-moi, ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée McCord Stewart considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. On poursuit donc avec la présentation de nos trois invités qui vont échanger ce midi. Donc, tout d'abord, on accueille Régent Legault, professeur à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal. Ses travaux, communication et publications portent sur l'historiographie de l'architecture moderne, sur les rapports entre matériaux et modernité architecturale, ainsi que sur la tectonique. Il s'est penché plus particulièrement sur la relation problématique entre l'architecture en béton et l'idée du brutalisme dans l'architecture moderne et contemporaine. En lien avec ses intérêts de recherche, il a également été commissaire de plusieurs expositions, dont le Canada reconstruit un pavillon à Venise, une exposition sur le pavillon du Canada présentée lors de la 16e Biennale d'architecture de Venise en 2018. Ensuite, on va entendre Isabelle Paradis, restauratrice de biens culturels spécialisée en sculpture et finis architecturaux. Elle détient un baccalauréat en histoire de l'art avec mineur en chimie de l'Université Laval et une maîtrise en conservation-restauration des biens culturels de l'Université Panthéon-Sorbonne à Paris. Elle travaille au Centre de conservation du Québec depuis 1996 où elle effectue des expertises et des restaurations sur des sculptures, des ornements et des finis architecturaux. Elle a restauré des sculptures en béton du 19e, dont celle de la façade de l'église de Saint-Jean-Baptiste à Québec. Elle effectue des expertises sur des bétons anciens et modernes pour comprendre leur composition et le processus de dégradation afin de mieux les restaurer. Notre troisième invité, Rami Bebaoui, compte plus de 20 ans d'expérience. Il est cofondateur de la firme Canva et est devenu une figure de proue de l'architecture contemporaine de la scène montréalaise. Son parcours unique, sa pluridisciplinarité et sa créativité lui ont valu de nombreux honneurs, publications et distinctions. Avec Tudor Radulescu et épaulé par une équipe fidèle et dynamique, Canva développe une nouvelle forme de pratique alliant architecture, créativité artistique et expertise en construction. Rami Bebaoui participe activement à la scène architecturale locale, nationale et internationale et en prenant parole lors de tables rondes, comme aujourd'hui, en participant à des jurys et en encadrant des étudiants à la maîtrise, il partage sa passion pour le travail collectif et multidisciplinaire de Canva. Je vous rappelle, je remercie nos trois invités. Je remercie aussi Dinou qui est encore avec nous pour cette 13e saison. Je rappelle que les présentations se dérouleront en français, suivies d'une discussion avec le public. Les questions peuvent être posées dans la fonction questions-réponses sur Zoom ou dans les commentaires sur Facebook, pour ceux qui nous suivent sur Facebook. So today's presentation will be in French, and the question from the audience can be asked in French or in English via the Q&A function or on Facebook. Donc, je remercie nos partenaires d'Héritage Montréal pour cette saison qu'on entame encore cette année. Merci à nos invités. Et je cède la parole à Dinou Boumbarou, directeur des politiques à Héritage Montréal, qui va introduire le sujet de la conversation d'aujourd'hui. Alors, merci tout le monde et bonne discussion. Alors, merci donc pour cette 13e saison. Enfin, on espère que ça suscitera un intérêt. C'est des sujets qu'on a par le passé abordés beaucoup sous un angle de questions un petit peu plus large. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'on aborde un sujet de manière aussi spécifique, le béton. On avait fait le quartier chinois, qui est un cas très particulier également. Ça a été très riche comme échange.
Et qui sait si à l'avenir, on n'aura pas un autre échange urbain sur le panneau de gypse, qui est cette marque de notre civilisation contemporaine tout autant. Mais le béton, l'idée nous est venue il y a plusieurs années déjà, notamment, si certains s'en rappellent, en 2007, il y a eu le sommet Montréal, le rendez-vous Montréal Métropole culturelle au Palais des Congrès, un bâtiment réputé pour cette matière. Et Anne Cormier, qui est architecte, qui a été directrice de l'École d'architecture de l'Université de Montréal, mais également de la firme Big City, a utilisé son droit de parole de 3 minutes pour enregistrer dans la conversation le fait qu'on arrête de, de critiquer toujours, venant du domaine de la culture, c'était toujours l'argent va au béton et jamais à la création. Elle dit, elle rappelle devant toute cette noble assemblée de milieux culturels et de décideurs publics que l'architecture est aussi une pratique culturelle et c'était à travers cette image du béton, c'est une matière euh, quand même dont on va parler aujourd'hui. Puis c'était resté comme sujet. On s'est dit, c'est vrai, mais c'est un sujet à discuter parce qu'on n'arrête pas de dire ça. Tu sais, l'argent va au béton, puis finalement, alors aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre et plusieurs d'entre vous souligneront l'anniversaire du légendaire roi Pelé, le fameux héros du football brésilien. Mais peut-être plus spécifiquement, on devrait se rappeler que c'est dans le domaine du patrimoine, là, c'est l'anniversaire de Pierre-Georges Roy qui a documenté parmi les premiers à documenter les monuments au Québec. Mais c'est aussi l'anniversaire de l'architecte Paul Rudolph. Alors, si vous allez à Boston, le Government Center, qui est quand même un complexe où le béton est très vocal, très présent. On a souvent associé son travail à du corduroy concrete. On peut voir dans la place Bonaventure des résonances de ça. Donc, c'est quand même un architecte qui a marqué son époque et dont plusieurs des réalisations ont fini dans les traités d'architecture pour expliquer comment cette pratique évolue. Mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, on voudrait plutôt aborder ça dans une relation entre d'abord un patrimoine qu'on ne connaît pas tellement. Si on connaît Habitat 67, est-ce que c'est tout ce qu'il y a comme patrimoine en béton au Québec? Peut-être en plus que ça. Enfin, déjà, la courte biographie d'Isabelle Paradis nous rappelle que les statues de la basilique Notre-Dame sont en béton. À Québec, là. Alors, c'est moins connu, ça. Mais on a récemment, d'ailleurs, on est aujourd'hui le 23, mais il y a presque il y a un peu plus que 3 semaines, le gouverneur du Québec, le ministre Lacombe, classait Saint-Maurice de Duvernay de l'architecte Dastou, qui est quand même une magnifique œuvre. On a eu les débats sur l'Agora d'Audelin, qui est maintenant réouverte au public après des années de tergiversation et de requalification. Finalement, ce sont des sujets qui existent non pas uniquement dans des débats d'experts, mais qui participent d'un débat public sur lequel on a à se pencher. On l'a vu plus récemment avec le cas du natatorium à Verdun, où finalement, on s'est rendu compte que c'était pas une matière qui était aussi facile à restaurer que les architectures de pierre précédemment, parce que un bâtiment en pierre, enfin, au Japon, il y a des bâtiments en bois qui remontent au 7e siècle. Ben, c'est parce qu'on peut en placer certaines pièces plus facilement que dans des bâtiments qui sont coulés d'un bloc. Ensuite, c'est un paquet de défis auxquels s'ajoute la question environnementale. On rappelle souvent que ces jours-ci, l'industrie du béton est le troisième pays émetteur de gaz à effet de serre après les États-Unis et la Chine, qui est quand même un record pas très brillant, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Notre civilisation humaine est très associée à ce matériau et il y a certainement des progrès technologiques qui se font. Là, même des collègues européens nous rappellent que l'Université de Sherbrooke est un pôle de recherche assez connu dans le secteur pour des inventions et ça nous rappelle aussi que le béton est un matériau entouré de brevets. Alors, il y a plein de dimensions autour de ça, mais peut-être que avant que je m'emporte trop et qu'on gâche cet échange qui est très prometteur, j'aimerais passer la parole à Régent Legault, euh, qui est capable de partager avec nous une perspective sur l'histoire d'un matériau. Hein. On a souvent l'histoire des personnages qui sont associés au bâtiment. On connaît un peu plus l'histoire des architectes, mais l'histoire de matériaux, peut-être c'est une dimension qui peut nous éclairer. Alors, Régent Legault, à vous la parole. Euh, Merci Dino.
Et puis bonjour à toutes et à tous. Alors dans ma courte présentation, j'aimerais revenir peut-être sur quelques points, j'appellerais ça les banalités de base, qui pourraient peut-être faciliter nos échanges pour la table ronde d'aujourd'hui sur le béton. Alors je vais donc revenir sur quelques points et le premier, ce serait la question du béton comme matériau moderne, hein. Alors il faut souligner peut-être que le béton n'est pas vraiment ou tout à fait un matériau moderne, dans la mesure où il était déjà utilisé dans l'architecture romaine au deuxième siècle avant l'ère commune, avant Jésus-Christ, et donc déjà utilisé à cette époque. Ensuite, son usage a été un peu disparu dans l'histoire, mais le béton comme matériau moderne réapparaît au milieu du 19e siècle, en Europe plus particulièrement. Puis à la fin du 19e siècle, on lui ajoute une armature d'acier, donc ça devient le béton armé. Et quand on parle du béton, mais parfois il faut peut-être distinguer entre béton et béton armé. Mais le béton armé en particulier va être utilisé à partir du début du 20e siècle, fin 19e, début du 20e siècle, largement comme ossature dans les édifices industriels, dans les immeubles d'habitation, dans les infrastructures. Donc déjà à partir du début du 20e siècle, le béton est utilisé assez largement. En architecture, bon, le béton devient réellement omniprésent au Québec en particulier à partir des années 50 et 60. Il était utilisé avant, on va le voir tout à l'heure, dans les églises entre autres, mais là, il devient vraiment omniprésent. Mais à cette époque, là, donc dans les années 50-60, la nouveauté du béton, c'est pas tant dans son usage comme ossature, mais dans son usage comme enveloppe, comme un matériau apparent. Et cet usage, ben, on le voit très très bien dans le cas, par exemple, des édifices sur la colline parlementaire à Québec, des édifices construits dans les années 60, qui sont presque tous en béton, en béton apparent. Et on voit la même chose dans le cas des édifices construits sur le campus de l'Université McGill. Plusieurs édifices construits donc avec des ossatures béton, mais aussi avec des enveloppes en béton apparent. Alors le deuxième point sur lequel j'aimerais peut-être revenir, c'est celui de la composition du béton. Dans le béton, c'est un matériau composite qui est fait de ciment, de sable, d'agrégats et d'eau. Et puis donc chaque béton a sa recette. On peut donc jouer avec, et comme c'est une recette, on peut jouer avec les proportions, avec la couleur du ciment, avec la couleur des agrégats, avec la grosseur des agrégats. Par exemple, dans certains bétons, on va ajouter des agrégats de quartz pour obtenir une couleur un peu blanchâtre et une surface un peu scintillante. Donc, tout est un peu, enfin, la recette est quand même très importante lorsqu'on parle de la composition du béton. Le troisième point que j'aimerais faire, sur lequel j'aimerais revenir, c'est la fabrication du béton. Hein, le béton, c'est un matériau liquide et donc un matériau coulé dans un moule, dans un coffrage. Et le coffrage, lui, peut être en bois, en métal, en fibre de verre, en plastique. Donc, il y a différents types de coffrage. Par exemple, les nœuds des coffrages en bois vont laisser des traces sur la surface du béton moulé. Et donc, on pourrait presque dire que quand on parle du béton, ben, tout est dans le coffrage, hein. Le coffrage joue un rôle fondamental dans je dirais, l'apparence du béton. Ensuite, il faut parler très brièvement de la fabrication, non pas de la fabrication, oui, la fabrication du béton en architecture. Parce qu'un des aspects de la fabrication du béton concerne le lieu où le matériau est coulé. Hein, le béton peut être coulé sur place, sur le chantier, où il peut être préfabriqué, coulé en usine. Et ici, j'aimerais qu'on mette peut-être l'image que j'ai identifiée pour cette présentation. Voilà l'image. Donc, c'est une publicité. Elle arrive, voilà. Donc, c'est une publicité de l'entreprise Ciment Canada, une publicité qui s'intitule donc Au Québec, le béton préfabriqué prend toutes les formes imaginables. Alors, ça témoigne aussi de l'importance que les entreprises du ciment, mais aussi les entreprises de béton préfabriqué vont jouer dans l'architecture au Québec. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait deux grandes entreprises qui faisaient du béton préfabriqué. Il y avait l'entreprise Francon et l'entreprise Choc Béton, qui est encore en activité aujourd'hui. Et donc, ce mode de fabrication est extrêmement important. Et on comprend que dans bien des bâtiments, on va utiliser à la fois le béton coulé sur place et le béton préfabriqué. Alors, ensuite, on peut se pencher très rapidement sur l'apparence du béton en architecture. Alors, au cours des années 60, je l'ai mentionné tout à l'heure, la nouveauté du béton, c'est surtout dans son usage comme enveloppe,
comme matériau apparent. Et on a souvent associé l'usage du béton apparent au terme de béton brut. Et je pense que c'est important de revenir là-dessus. Par exemple, on parle souvent du béton de la place Bonaventure comme étant un béton brut. Mais les choses sont pas aussi simples que ça. Parce que le béton de la place Bonaventure, c'est un béton qui n'est pas vraiment brut, mais qui est un béton qui est extrêmement travaillé. Un béton qui a été conçu avec des coffrages métalliques ondulés pour donner une texture à la surface. Et par la suite, on a nettoyé, après le décoffrage, on a nettoyé le béton avec un jet de sable. Donc, en fait, on est très loin de ce qu'on peut appeler un béton brut ou un béton brut de décoffrage, hein. C'est un béton qui est très travaillé. Et ce qui m'amène au point suivant, qui est celui de la finition du béton apparent en architecture. Il y a donc bien différents types de finition. On peut entre autres distinguer entre le béton poli et les bétons rugueux, entre les bétons lisses et les bétons texturés. Alors cette finition, elle est évidemment liée à la recette qui est utilisée, à la grosseur, la couleur des agrégats. Mais c'est une finition qui est aussi liée au mode de fabrication, coulé sur place ou préfabriqué. Et donc, quand on parle d'architecture en béton, il faut poser une grande attention, il faut porter attention au type de finition. À Place Bonaventure, je viens de le dire, le béton, il est coulé sur place, il est texturé. Au contraire, à Habitat 67, le béton, il est préfabriqué, il est lisse. Et donc, il y a plusieurs variantes qui sont possibles. Et dans l'architecture moderne moderne au Québec, on va retrouver des exemples de toutes ces variantes de finition. Et finalement, pour terminer, le dernier point, c'est peut-être qu'en est-il du béton aujourd'hui? Quels sont les enjeux? Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, un des grands enjeux, c'est celui du vieillissement du béton et du béton apparent en architecture. Parce qu'avec la corrosion des armatures, ben, le béton en surface éclate et donc il y a une nécessité de réparer les bétons. Je pense qu'on va en parler euh, tout à l'heure. Il y a aussi que la question plus générale, la pérennité des ouvrages en béton. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces ouvrages? Et il y a aussi, associé à cet enjeu de pérennité, il y a l'enjeu environnemental. Parce qu'on sait que les ouvrages en béton sont des ouvrages qui ont en fait du carbone emprisonné, donc dans le béton. Et donc, on serait porté aujourd'hui à vouloir conserver ces ouvrages pour pouvoir conserver le béton, le carbone qui est emprisonné dans les structures. Et puis le dernier point peut-être, c'est quel est l'enjeu, donc l'avenir du béton que j'appellerais plus traditionnel, avec l'arrivée des bétons haute performance, où on remplace les agrégats par des fibres qui donnent qui donnent des bétons légers et des bétons très résistants et dont la fabrication requiert beaucoup moins de CO2. Et donc, il y a plusieurs enjeux qu'on pourra donc discuter dans la table ronde aujourd'hui. Alors voilà pour ma présentation. Dis-nous, je te repasse la parole. Merci, Régent. M'entendez-vous? Oui, ça va? Oui. Allô? Allô? Mais ça Oui. va, oui. OK. Oui, merci. Moi, je retiens peut-être deux, trois mots. Tu as parlé d'apparence à différents degrés, la finition, la fabrication, tout ça. Et peut-être aussi la notion de confiance, hein. À l'origine, c'est un matériau porteur de force, donc la robustesse, l'usage dans l'industrie, tu l'as mentionné, l'ossature, et également le combat du feu, hein. Donc, même s'il faut beaucoup de feu pour faire du béton, ça sert à inifuger. Mais, pardon, avec le vieillissement, c'est les deux aspects, confiance et apparence, sont affectés. Ça, on reviendra un peu là-dessus parce que et la façon dont le béton apparaît dans les nouvelles, c'est quand il y a une fissure dans un pont-tunnel ou bien des poutres de stations de métro qui sont sur le point de s'effondrer. C'est souvent ça. Mais à une autre échelle, quelqu'un dont la mission, c'est justement de faire traverser le temps à ces ouvrages-là, qu'ils soient du 19e ou du 20e, Isabelle Paradis, restauratrice, hein, le terme est vu, mais ce qu'on a aussi noté, c'est qu'on a une expertise en histoire de l'art et en chimie. Alors, on va parler de l'abstraction moléculaire. Voilà. Isabelle. Oui, donc
Bonjour à tous, merci. Merci pour la présentation de Monsieur Legault. Je trouve que ça résumait bien l'histoire du béton. Parce que c'est ça. Nous, moi de mon expérience avec le béton, ornement, le bâtiment un peu moins, mais quand même, on a quand même des demandes pour accompagner les architectes ou les ingénieurs dans les analyses de béton qui posent problème. Je ne sais pas si c'est possible de mettre l'image. Est-ce que je ne sais pas si on la voit. Oui, donc c'est ça. Donc nous, au centre de conservation, on intervient beaucoup sur les œuvres, ben, autant anciennes que modernes. C'est sûr que les œuvres anciennes se dégradent peut-être un peu plus, là, mais bon, les œuvres contemporaines aussi, on a toutes sortes de problèmes au niveau des dégradations, au niveau des problèmes de conception aussi. Peut-être pour commencer par l'œuvre qui est à droite, qui en fait est une murale de Jordi Bonnet. Jordi Bonnet, c'est un artiste qui a travaillé beaucoup le béton, puis d'une façon tellement particulière. Qui, en fait, M. Legault a parlé des moules, la façon de couler le béton. Ben, Jordi Bonnet a vraiment créé une façon de travailler ces moules qui donnait des textures presque infinies. En fait, il travaillait beaucoup avec le styrofoam, avec des instruments, des fers chauffants, là, des fers de pyrogravure, avec toutes sortes de têtes, ce qui l'amenait à créer des textures vraiment très intéressantes. Donc, il y a des murales dans le métro de Montréal. Là, l'image qu'on voit ici à gauche, c'est à la station P9. Donc, c'est une murale, là, je pense, qui a été faite sur place, là, parce que les sections sont vraiment très, très grandes. Là. Donc, souvent pour le béton, il procédait comme ça. Pour la céramique, là, c'était autre chose, parce que c'est vraiment un artiste qui a travaillé toutes sortes de matériaux. Ces œuvres, quand même, vieillissent relativement bien, là. C'est à l'intérieur, donc on n'a pas le problème de la dégradation avec les intempéries. Pour les œuvres plus anciennes, comme la photo juste à gauche, là, qui est la Madone de la basilique Notre-Dame à Montréal, qui a été faite qui date là, de 1863, 64, 1864. Donc là, c'est une autre histoire. C'est sûr qu'elle est protégée par une niche, mais bon, les bras se sont dégradés. Là. On voit là, sur l'image que les mains sont plus là. Et la particularité de cette sculpture-là, elle est faite avec un béton qui a été breveté en 1863 là, par deux Italiens, Barcerini et Rigali, pardon, Carli. Et c'est un béton qui est fait avec des briques pilées et des scories, qui sont des résidus de l'industrie métallurgique. Et en fait, ce sont des scories artificielles, contrairement aux scories naturelles qui sont les pouzzolanes qui rentraient dans la composition du ciment romain. Là. Donc, on a vraiment un exemple de la connaissance. En fait, le béton, ça a toujours existé, comme M. Legault le dit, depuis l'ère romaine, mais on l'a compris. La composition, on a été capable de le reproduire à partir du milieu du 19e siècle. Donc là, ça, c'est vraiment un exemple où ces Italiens ont reproduit et ont breveté leurs recettes là, avec tout un mélange. Oui, il y a de la chaux, briques pilées et scories. Donc, ça a vraiment un effet hydraulique. En fait, ça augmente, ça donne de l'hydraulicité
au mélange et ça fait des bétons qui sont quand même très résistants. C'est sûr que les dosages, là, à l'époque, c'est des mélanges artisanaux. Il y a beaucoup d'œuvres qui ont été faites, mais il y en a peu qui ont traversé le temps jusqu'à aujourd'hui, là, parce que peut-être les ratios n'étaient pas toujours respectés. Puis c'est quand même on a un climat assez difficile au Québec là, pour ce type de matériaux. Pour les autres images, j'ai mis un détail d'une sculpture de Marguerite Diouville à Varennes, une sculpture des années 60. Donc, les artistes ont toujours utilisé ce matériau. Il y a beaucoup d'artistes connus comme Alfred Laliberté, Louis-Philippe Hébert, Olindo Gratton, Henri Hébert qui ont travaillé le béton. Souvent, c'est pas leurs œuvres phares, mais tous les artistes du 20e siècle ont travaillé le béton. Celle sculpture des années 60, c'est aussi un Italien, Joseph Guardo, qui est peut-être un peu moins connu, mais qui a travaillé le béton avec des agrégats très apparents, puis des textures, des jeux où on utilise des granulats plus fins pour les mains, pour le visage, puis des granulats plus gros qui sont retravaillés soit à l'acide ou au jet de sable pour les rendre apparents. Donc, des jeux de textures très intéressants. Puis la dernière œuvre en bas à droite, c'est un Saint-Paul qui orne la façade de la cathédrale de Longueuil. Donc ça, c'est une sculpture de Louis-Philippe Hébert qui a été modelée. Le modèle a été fait par Louis-Philippe Hébert et ça a été coulé par Carly et Barsetti. Donc, c'est des sculptures qu'on a restaurées qui datent de 1885, qui ont été descendues parce que le béton était vraiment très dégradé. On a même, c'est des sculptures qui sont faites en deux parties, deux sections. Il n'y a pas d'armature. Donc, quand c'est arrivé au centre, c'était couché. Au moment où on les a redressés, il y a une partie inférieure d'une des sculptures qui a littéralement implosé, si on peut dire, qui s'est vraiment désagrégé parce que le béton était trop dégradé. Donc, il a fallu reconstituer toute la forme de la partie inférieure. On a fait un moulage pour en refaire une copie. Tout ce travail-là a été fait bon, avec des sculpteurs, des artisans, mais aussi avec les scientifiques de l'Université Laval, les géologues, les ingénieurs, pour analyser le béton, pour comprendre la composition, pour pouvoir reproduire une recette similaire. Quoique dans ce cas-ci, on a rajouté des armatures là, dans la partie parce que, bon, là maintenant, on a compris que les tiges d'armature donnent beaucoup de solidité au béton, là, donc ça devient indispensable quand c'est à 40 mètres dans une façade. Il y a un risque que ça tombe, là, donc il faut adapter notre façon dans ce cas-ci, c'était une copie là, qu'on a décidé de refaire parce que c'était impossible là, de restaurer la partie qui était en 1000 morceaux. Donc, souvent, il y a des options comme ça qu'il faut choisir pour restauration. Je crois que ça fait. J'ai les montants. Merci, Isabelle. En fait, bon, on voit une diversité. On pense que l'art est en bronze ou en marbre, en pierre finalement, alors qu'il y a tout un travail de collection. Est-ce qu'il y a un inventaire à l'échelle du Québec des œuvres qu'on pourrait qualifier des œuvres, parce que maintenant il y a un grand programme sur le 1%, ce serait intéressant. Puis on voit comment il y a une des grandes œuvres marquantes en béton, c'est pas la fameuse murale de Jordi Bonnet, justement, là. Pour les gens qui s'intéressent à la Montérégie, c'est lui qui vivait au manoir Rouville-Campbell, là, sur Saint-Hilaire. Et est-ce que c'est pas la murale du Grand Théâtre de Québec qui a été l'objet Absolument. de toute une réflexion pour pas Oui. juste à cause de ses écritures, là, mais Non, non, non. Non, c'est une œuvre oui, exceptionnelle. Là, puis c'est ça. ça a Bon, même joué dans la restauration du bâtiment. Là.
Ouais. Il Oui, il n'existe y pas avait un parti. Enfin, d'inventaire. on reviendra là-dessus parce que c'est un Ouais, cas assez marquant. ouais. OK. Bon. Il y a une très belle carte béton Montréal là, qui a été faite, là, mais rentrons pas tous les scoops avant la fin des panels. Alors, Rami, toi qui travailles dans ben, on vit tous dans le monde contemporain, là, mais toi, en fait, tu enrichis le monde contemporain en plus de t'occuper de certains des gros ouvrages de béton. Alors, à toi la parole. Merci, Lily. Euh, Puis merci aussi, Régent, Isabelle, d'ouvrir la parole. C'est super intéressant à vous écouter. Puis évidemment, toute l'écoute, Héritage, Montréal et McCord et tout le monde ici. Mon nom, c'est Rami. Je suis, comme Ariel le disait, je suis un des cofondateurs chez Canva. Euh, de façon générale, Canva œuvre en architecture, mais aussi beaucoup avec des œuvres d'art. Donc, et je pense que ce qu'on essaie de faire, c'est de révéler des histoires. Et des histoires, ça peut être soit des lieux, des personnes, euh, et le béton en fait partie. Donc, je reprends un peu ce que Régent disait au début quand il parlait de moule, et quelque part, c'est comme si on traitait finalement ce moule comme le négatif, donc le miroir de nous, et d'essayer de voir peut-être comment le béton peut être notre reflet aussi. Euh, et pour partager un petit peu nos aventures avec le béton, mais je vais partager avec vous deux projets. Le premier, j'imagine que tout le monde le connaît, ça a été la transformation du biodôme euh, dans les dernières années. Mais avant ça, c'est de réfléchir un peu sur ce qu'était ce vélodrome de 1976. C'est une œuvre absolument colossale de Roger Taillibert. Euh, mais ce qui est extraordinaire, en fait, compte, c'est tout le défi au niveau de l'ingénierie et le béton. C'est un bâtiment qui avait que 4 points d'ancrage à l'époque. C'était comme une coupole. Il y avait une espèce d'anneau très contraint, une boucle, une ceinture qui tenait le tout, et toute une série de consoles. Et vous les voyez, les consoles à l'écran, mais elles étaient cachées à l'époque, et c'est les consoles qui tenaient les gradins et qui regardaient vers ce vélodrome, espèce de construction aussi en bois incroyable, inclinée, magnifique. Et c'était tellement contrôlé qu'en dessous même, il y avait comme une sorte de patinoire de la glace pour contrôler le taux d'humidité. Donc ça, c'est en 1976 et malheureusement, puis on peut avoir toute une discussion sur l'héritage olympique, qu'est-ce qu'il y en est. Euh, mais en 92, ça a été transformé pour la première fois. La ville de Montréal a voulu que ça devienne un biodôme. Et principalement parce qu'il y avait une espèce un dégagement énorme et toute cette coupole qui était une espèce de dentelle de béton remplie de lumière offrait un lieu extraordinaire pour faire le biodôme. Et ça a été la première version en 92. Ça a été d'une façon qui a été, je dirais, plus retournée vers l'intérieur. Ça se concentrait beaucoup sur les écosystèmes et on a mis de côté un peu le bâtiment. Mais en fait, compte, lorsqu'on visitait le biodôme à l'époque, personne ne voyait la voûte, personne ne voyait les consoles, ni même la toiture. Et en 2014, il y a eu un concours international et l'idée, c'était de promouvoir le rapprochement humain-nature, c'est Espace pour la vie qui mettait de l'avant, mais il y avait aussi l'idée de redonner une dignité à ce béton et à ce bâtiment. Et donc, la stratégie déployée par Canva et toutes les équipes, parce que je peux pas ne pas souligner particulièrement au niveau structure NCK qui est avec nous, c'était de traiter, puis je fais un clin d'œil à Isabelle qui est en chimie. À l'époque, nous, pour ma part, je suis en microbiologie au début, mais on a traité le biodôme comme un être vivant. Et donc, au lieu d'essayer d'enlever ou de transformer, on s'est dit, on va traiter ça comme une transformation intracellulaire. Comment est-ce qu'on bouge des choses qui existent? Et on a vu qu'il y avait un vide partiel au centre du biodôme, donc ça a été évidé. Et on a commencé à créer des fentes pour donner accès à ce centre, et c'est à partir de ce noyau qu'on déversait dans les écosystèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ce faire, il a fallu ouvrir et dégager. Et là, on a tout emballé d'une paroi blanche, une espèce de paroi vivante. Et la paroi servait à différentes fonctions. Oui, elle contrastait avec les écosystèmes. Oui, elle avait un aspect très biophilique, mais elle contrastait avec la structure de béton. Et elle servait à le dévoiler. Elle devenait le fond pour exprimer la structure de béton. Et dans l'image qu'on voit ici, cette entrée soudainement, mais ces espèces de membres, cette console de béton deviennent des œuvres sculpturales. Et donc, c'est une façon un petit peu de célébrer le béton de ce patrimoine, de le mettre de l'avant, qui compose avec le contemporain, euh, et que le dialogue soit un petit peu par contraste.
Et je pense que c'est une des réussites du biodôme, au-delà de tout ce qui est fait avec tous les intervenants, au-delà de la programmatique et évidemment de la mission, mais c'était de mettre de l'avant la beauté de cette œuvre, de révéler la toiture, de tous ces lanterneaux. Et avec la paroi qui isole, on se détache même des murs extérieurs pour le mettre en évidence. Donc ça, c'était une stratégie un peu pour célébrer un béton du passé au biodôme. Euh, et finalement, le deuxième, un deuxième exemple que je voudrais mettre de l'avant, un deuxième projet où on a dû travailler d'une façon un peu plus intime avec le béton, c'est l'image de gauche un peu plus petite, c'est une résidence universitaire devant l'Université McGill. Donc ça, c'est particulier parce que c'est un lot qui est sur la rue Université et en fait compte, c'est presque devant la faculté d'ingénierie de McGill. Et donc, à prime abord, on s'est dit, mais ce serait intéressant que le bâtiment participe, il y avait même le laboratoire de béton qui était pas loin, participe de manière didactique à l'apprentissage ou l'éducation au niveau du béton. Et donc, que le bâtiment, son architecture, doit devenir une espèce d'acteur qui participe à l'éducation d'un campus universitaire. On savait que c'était un projet qui allait être en béton, puis on en parlait tout à l'heure pour pérennité, pour durabilité. Il y avait aussi le fait d'avoir une masse thermique devant la façade qui était orientée pour accumuler de l'énergie, de la chaleur. Mais il y avait aussi le fait qu'on pouvait pas fermer la rue Université très longtemps parce que ça donnait accès à l'hôpital qui est maintenant fermé en haut. Et donc, on s'est retourné vers un produit préfab. C'est une construction préfabriquée en béton. Mais l'idée, c'était donc d'ajouter à l'éducation du béton. Alors, on a fait beaucoup de recherches pour découvrir une méthode qui s'appelle la photogravure. Et cette photogravure, en fait, compte, c'est une usine, c'est à Recklinghausen, en Allemagne, où ce qu'ils font, en fait, compte, c'est qu'à partir d'une image, euh, l'image est traitée en espèce de fente qu'on peut travailler dans un moule. Donc, c'est avec une machine CNC, c'est dans un panneau en bois, MDF. Et dépendamment de la profondeur et de la largeur de la fente, on peut aller chercher presque 250 différentes tonalités de gris. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut, si une personne se trouve, un triangle est composé entre un édifice, la personne et le soleil, une image apparaît. Et donc, on se dit, ben, ce serait extraordinaire de pouvoir faire apparaître des images sur ce bâtiment et que le béton en devienne une expression. Le miroir, quand on revient, le moule, et maintenant, c'est le miroir au niveau de l'histoire. Et ce site était abandonné à cause d'un feu euh, depuis plusieurs décennies. Et donc, on s'est tourné vers un petit peu le cinéma. Quelqu'un dirait, pourquoi le cinéma? Vous savez, le cinéma a mis un petit peu, a rendu vivant les images. Alors, comment est-ce qu'on rend vivant le béton? Et en allant vers le cinéma, on est tombé sur des films de Thomas Edison, un des pionniers du cinéma. Et ce sont des pompiers avec des chevaux à quelques coins de rue. Et ça a été un des premiers films réalisés. On est allé chercher ce film à la Bibliothèque de Washington. Il a été découpé en différentes séquences. Et ces séquences ont été travaillées sur des panneaux de CNC et c'est en train de le miroir est devenu des moules en espèce de caoutchouc recyclé qui ont été mis au fond d'un coffrage. Et quand on parlait aux gens, qu'est-ce qu'il y en est des nouveaux bétons? Le béton qui devait être coulé après était comme une soupe très résistante. Et à chaque fois qu'on décoffrait, qu'on décollait les moules en caoutchouc, eh bien, on avait toutes ces rainures. Et celle d'image qu'on voit ici, c'est véritablement l'image du film de 1901 qui apparaît sur la façade de béton de ce bâtiment, qui est aussi dans un contexte patrimoine, donc qui est aussi dans les moules, toutes sortes de subdivisions pour respecter les proportions de la maçonnerie, des composantes, le fait qu'il y ait une baie, que ce soit séparé en trois, et ainsi de suite. Donc c'est une autre façon de révéler une histoire via le béton. Euh, donc, je vais partager un petit peu avec vous ces deux, c'est l'histoire, le patrimoine du 76 olympique et un petit peu l'histoire du cinéma qui était déjà en train de se dérouler à Montréal et qui est révélé sur une façade en béton. Voilà. Merci Rémi. Enfin, c'est deux volets très différents. D'une part, il y a cette immensité de la coupole et des arches du Vélodrome, hein, son terme Ouais. officiel. Là. Taillibert était pas un grand ami des Pingouins qu'il avait conquis, à son avis, mais il y a ça, puis d'autre part, quasiment la microscopique de lumière, c'est qu'il nous rappelle que le ciment, le béton peut être très, très
c'est- euh, en France, ils utilisent le mot moulable, hein, la moulabilité du ciment, tu sais, qui peut, Isabelle, avec ces cas où les acides étaient employés pour changer les textures, Régent, enfin, et il y a une question qui nous est posée, d'ailleurs, on évite les gens à utiliser, comme le disait Maria-Louisa, les mécaniques, là, les questions et réponses pour nous envoyer des points, parce que c'est un échange qu'on aimerait bien avoir avec vous aussi sur les modes de fabrication des moules pour les œuvres d'art. Alors, évidemment, Jordi Bonnet, vous avez parlé du styrofoam, mais comment est-ce qu'on fait ça dans une station de métro comme P9 où c'est vraiment c'est une pièce immense qui est là? Est-ce que peut-être une petite réponse là-dessus? Oui, on n'a pas fait d'études précises sur sa technique dans le métro. Moi j'ai vu des films où on le voit travailler le styrofoam là, avec les outils chauds, là, les fers chauds, entre autres pour la murale du Grand Théâtre, là. Mais c'est infini les techniques de moulage, là. Tu sais, quand on dit au 19e siècle, là, c'était avec de la gélatine qu'on moulait, en tout cas, la première coquille, là. Mais après ça, maintenant, là, tout est possible avec les silicones. C'est vraiment infini, là, les méthodes, là. C'est les mêmes que pour le plâtre. Donc, ça dépend en fait de l'expertise du mouleur. Régent, est-ce il y avait c'est l'édifice Unity, je crois, en face de Saint-Patrick, au centre-ville, dont le système de construction était un système comme des panneaux en métal qui étaient fournis pour assembler, peut-être que chez vous aussi, Rami, dans votre bâtiment, là, qui est un bâtiment coulé sur place, là, au complet, là, de haut en bas, est-ce qu'on a des documentations sur ces systèmes-là? Est-ce qu'il y a des inventions québécoises, par exemple? Oh, c'est une très bonne question. En général, les systèmes utilisés étaient des systèmes souvent brevetés et qui venaient surtout des États-Unis, mais il y avait aussi des systèmes qui provenaient d'Europe, dont le système NBIC. Donc, alors, invention québécoise, ça, je serais pas en mesure de le dire. Mais des Mhm. systèmes brevetés, nous provenant d'ailleurs, ça, il y en a eu plusieurs. Mais Et sur cette dimension québécoise, là, parce que euh, en quelque part, on entendait que tu sais, la tradition du génie civil anglo-américain, c'est plutôt l'acier, alors que peut-être les formations plus latines ont donné naissance à une exploration du béton. Et c'est quand on va se promener dans les métropoles en Amérique latine, on voit des virtuosités en béton armé qui nous font penser à certains des bâtiments qu'on a à Montréal. Est-ce qu'il y a c'est une légende facile ou bien s'il y a effectivement, je pense à Godin, là, au coin de Saint-Laurent et Sherbrooke, qui oui. a quand même Bien, étudié aux Beaux-Arts à Paris, là. oui, effectivement, Godin, bon, il a peut-être pas eu, il est allé se promener autour des Beaux-Arts. Il n'est pas certain qu'il OK. ait étudié. Néanmoins, Ah, oui, OK. Godin a effectivement, il est allé à Paris et puis s'est beaucoup inspiré des techniques et des formes aussi qu'il avait vues à Paris pour construire ces trois édifices à Montréal. C'est tout à fait juste. Et là, je ne sais pas si on peut parler d'une culture latine, mais il y a un lien direct avec l'Europe, avec Paris. Tout à fait, oui. OK. Et tantôt, quand on dit latin, on dit aussi romain, catholique romain. Et Ouais. tu disais tantôt qu'à travers l'architecture religieuse, il y a eu quand même l'introduction du béton. Est-ce que c'est quelque chose qui est particulier? Comment est-ce qu'on... Ben, disons qu'au Québec, effectivement, l'architecture religieuse, à partir des années 50, on a beaucoup utilisé le béton. Les raisons qui ont amené les commanditaires à utiliser le béton, je pense que c'est une question plutôt, si je peux me permettre, je pense plutôt formelle, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt pour certaines formes architecturales, en fait, une certaine expression de la forme du lieu de culte, et le béton se prêtait énormément, très bien à ce type d'exploration. Et effectivement, entre autres en Amérique latine, déjà au Mexique en particulier, il y avait eu des expérimentations qui auraient inspiré certains architectes québécois et peut-être certains commanditaires québécois aussi. Donc oui, il y OK. a peut-être une filiation ici au niveau, je dirais, peut-être formel d'abord.
les gens voyageaient-ils? Parce qu'on sait bien qu'on on peut pas se promener avec des morceaux de béton dans chaque fois que on serait surpris, là, mais les gens, on a vu comment le mur de Berlin s'est promené un peu partout à travers le monde dans les valises des gens qui étaient là en 89. Mais est-ce qu'on a une idée des routes, tu sais, les voyages, parce que les gens voyagent, puis effectivement, ils s'inspirent de quelque chose qu'ils voient en se promenant d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose qui a été documenté, à ton avis, ou À ma connaissance, de la légende? pas au niveau des architectes québécois, non, à mon avis. OK. À ma connaissance. Néanmoins, oui, les architectes voyageaient. Donc, si on tentait de Oui. reconstituer ces voyages, peut-être qu'on aurait des preuves encore plus probantes là, d'inspiration qui auraient eu un impact sur les formes architecturales, surtout dans le contexte de la conception des églises, certainement. Oui. Mhm. Mhm, mhm. Si je Les études peux, n'ont pas été faites, à mon avis. Oui. Oui, parlant d'église, Isabelle Paradis. oui, mais je voudrais revenir sur la question des inventions. Il y a quelque chose qu'on a inventé au 19e siècle, pas à Montréal, mais à Québec, c'est le ciment Bon. Gauvreau. Le ciment Gauvreau fait avec une pierre, la pierre locale de Québec, qui est un calcaire argileux, là. C'est la pierre noire du Cap, donc qu'on voit partout dans le Vieux-Québec, là. Donc, c'est un ciment, à la même époque où il y avait le développement du ciment Portland aux États-Unis, ben, ici à Québec, on a fait le ciment Gauvreau qui a été utilisé pour faire les quais. C'est un ciment hydraulique, là. En fait, c'est un ciment naturel. C'est un calcaire très, très riche en argile qui donnait, c'est ça, une chaux, un ciment prompt qui prend très rapidement. Donc, on a fait des quais, on a fait le fort numéro 1 à Mhm, mhm, Lévis. mhm. Donc, ça, c'est documenté, puis c'est breveté. Mais ça a pas continué parce que je pense que l'industrie américaine était beaucoup plus vaste. Puis le ciment Gauvreau s'est fait avaler à ce moment-là. C'est fait avaler. OK. Ouais. Mais est-ce qu'il en reste encore des évidences? Parce que Oui, c'est... puis même que là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que ils ont utilisé cette show-là au régime français. Donc, elle est présente dans Ah oui? dans les fondations des bâtiments. Là, on vient de la trouver à l'hôpital général de Québec, là, un bâtiment qui n'a jamais brûlé. Donc, les fondations de la première église d'après de 1670. Puis, ce qu'on trouve, c'est une chaux très, très riche en argile, donc un ciment naturel. Donc, on a comparé les compositions de la pierre du Cap avec le ciment. On travaille évidemment avec le département de géologie de l'Université Laval là, pour toutes les analyses. Mais oui, c'est cette pierre-là qui a été utilisée pour faire le ciment au régime français. En fait, la chaux, Ah, mais c'est une chaux hydraulique. OK. Enfin, pour le commun des mortels, le chaud hydraulique, ça veut dire que c'est un mortier qui pogne dans l'eau. C'est ça que vous C'est voulez ça. dire? C'est ça. Bon, c'est ça. Pour les quais, c'est particulièrement utile. Oui. Les- les- une des... est-ce que le centre de conservation a travaillé sur des matières semblables ou... dans les périodes plus anciennes, puis on a une question de France Van Lettem, là, qui a travaillé justement à cette carte Montréal-Béton. Peut-être qu'il y a une version à faire pour Québec, d'ailleurs, ce ne serait pas une mauvaise Ouais. chose. Et se pose la question sur les bâtiments des années 50-60, parce que le CCQ a intervenu sur ça, savez-vous? Non, ben, il y a eu quelques petites interventions, mais pas de grands projets. Puis, je pense, à ma connaissance, je pense pas qu'il y ait d'inventaire là, pour les œuvres en béton ou même pour les bâtiments. Mais c'est sûr que il va y avoir de plus en plus de classements de ce type de bâtiment-là hein, qui va être de plus en plus reconnu. Mhm, mhm. Donc, ça va être Oui. sûrement à faire un jour. Et mais par rapport est-ce que l'expertise en conservation sur ces matières-là, est-ce qu'elle est enfin c'est des cas rarissimes ou bien finalement il y a un corpus de connaissances avec On, laquelle on on peut est On est plusieurs ici au centre à travailler sur les bétons, autant sur les bétons OK. modernes, là, les œuvres d'art, justement du 1%. Il y en a beaucoup qui ont été faites en béton.
Il y en a qui vieillissent très Oui. mal, soit pour des raisons de composition ou de problèmes de conception. Des fois, tu sais, au niveau de la structure, il y a des erreurs là, qui provoquent des dégradations, là. Mais oui, régulièrement, il y a des Oui. interventions qui sont faites, autant des expertises que des restaurations sur des œuvres en béton, autant extérieures qu'intérieures. Puis au niveau des bâtiments, ben, on va toujours travailler en collaboration avec les architectes, les ingénieurs, géologues, pour l'analyse du matériau, pour comprendre c'est quoi la cause de la dégradation, là, pour pouvoir Est-ce que, intervenir. Mhm. Isabelle, est-ce qu'il y a des Rami? formations, il y a des formations continues ou professionnelles qui se donnent, soit des entrepreneurs, des architectes, des techniciens, des ingénieurs, Ah, il n'y en a pas sur beaucoup. justement soit l'entretien ou un petit peu les notions de base du Hmm. béton puis toutes les composants dérivés? Souvent, on va appliquer les formations, disons, l'entretien des façades en pierre au béton. Mais Mm. bon, il faudrait une adaptation, là, parce que c'est pas toujours approprié, là. Mais il n'existe pas beaucoup de formations, là. Mais ça serait vraiment à bâtir, là, parce que la conservation du béton passe beaucoup par l'entretien. Ouais, Donc, ouais, euh, Oui, mais Rami, dans le cas du vélodrome, par exemple, est-ce qu'on avait une ouais. connaissance? Parce que c'est un matériau dont une partie tu sais, il faut le sculpter, là, c'est pas, tu sais, quand tu as des arches en pierre, ben, tu vois que tel voussoir est en mauvais état, ben, c'est tel voussoir qui est en mauvais état, alors que dans le béton, on a vu avec le viaduc de la Concorde, finalement, il y avait des éléments sur les plans qui, par hasard, n'étaient pas dans le béton lui-même, notamment des armatures. Est-ce que les technologies maintenant, vous qui avez travaillé sur le Vélodrome, est-ce qu'il a été ausculté ou comment est-ce que vous avez passé au rayon X? Avec des stéthoscopes, comment Ah, est-ce qu'on se fait ça? oui, oui, c'est possible. On l'a pas fait dans notre cas, mais oui, c'est possible. Souvent, on va passer des AOX ou faire des études pour trouver exactement où sont les armatures dans le béton, Oui. toutes les composantes d'acier. Dans le cas du vélodrome, puis encore une fois, c'est en collaboration avec NCK, ingénieurs, et toutes sortes d'autres équipes. euh, le défi, en fait, compte, c'est que aussi extraordinaire qu'est la structure, un des exploits, c'est sa simplicité. Et même Mhm. si des esquisses au début demandaient d'ouvrir, puis que cette espèce de boucle qui est à la tête des gradins, qu'on voulait partiellement l'ouvrir pour dégager, rapidement qu'on s'est rendu compte qu'étant donné que ce sont des anneaux précontraints qui sont continus à travers le projet, il n'y a pas beaucoup de modifications qui seraient permises à la structure. Et donc, elle a été épargnée énormément. Et Mhm. ça a été renversé, cette idée de vouloir transformer pour s'approprier a été beaucoup plus de vouloir s'adapter pour respecter le passé sans le modifier. Et donc, hormis le fait que certains gradins ont été retirés pour dégager l'entrée, l'ensemble de la Mhm. structure de base est non seulement resté, mais elle a servi comme structure primaire ou secondaire de la paroi elle-même. Donc, ça a été vraiment célébré, je pense, reconnaître le fait qu'on ne peut pas la modifier, puis qu'elle est absolument remarquable. Fait il y a ça qui était vraiment intéressant. Puis dans cet même esprit, nous, il y a l'idée aussi de commencer à réfléchir avec l'architecture d'origine du Vélodrome, qui est beaucoup sur la pression et la décompression. Que ce soit en Mhm. plan ou en coupe, Roger Taillibert avait tendance à faire déplacer les gens via des endroits plus comprimés ou plus ouverts. Et évidemment, l'entrée qui était très, très comprimée, qui soudainement passait des corridors, des tunnels, et soudainement ouvrait vers le vélodrome, la piste, ainsi de suite. Il y avait plein de jeux de compression et de décompression. Et je pense que l'architecture, donc l'intervention contemporaine de la paroi, essaie de reprendre cette stratégie, essaie de jouer justement en plan et en coupe avec cette modulation des volumes pour créer une espèce de circulation qui est intuitive et qui, cette fois-ci, au lieu de desservir pour les sports, à dessert pour la nature. Donc, il y a beaucoup de parallèles qui se font en respect pour cette structure Mhm. de béton. C'est pas une structure qui est. Tu sais, quand on imagine béton, on a tendance à penser aux piliers de la métropolitaine. Là, tu sais, c'est une forêt de trucs très massifs et tout ça. Mais dans le Ouais. fond, avec beaucoup
beaucoup de ces structures, on est dans des élancements, dans des Oui. gestes qui sont beaucoup plus, tu sais, de loin, c'est pas évident que c'est une structure en béton, tellement elle est ajourée, tellement elle est, est-ce que c'est quelque chose que, dans votre lecture du lieu, ça transparaît? Enfin, comment vous avez regardé ça? Parce que dans le fond, Vraiment, on est loin du bloc massif brutaliste. On est beaucoup plus près d'un geste délicat. hum, Puis les descriptions, puis c'est magnifique si quelqu'un veut aller à la recherche particulièrement de cette toiture qu'on considérait comme étant une dentelle de béton. Et c'est tellement raffiné. Alors, s'imaginer, quand on parlait tout à l'heure des coffrages, la complexité de tous ces dessins à la main, toutes ces doubles courbes. On est oui. fasciné par le paramétrique aujourd'hui, mais en 76, il existait déjà. Il a été composé sans ordinateur à la main. C'est euh, c'est remarquable. Mais oui, c'est d'un geste hyper délicat. C'est très raffiné. Et je pense que l'occupation d'espèces vivantes dans ce contexte est d'autant plus justifiée. Je trouve beau et je comprends la frustration d'avoir mis de côté le Vélodrome, mais c'est certainement pas aujourd'hui qu'on va avoir ce débat, vraiment pas. Mais il y Mhm. a quelque chose dans la finesse, dans la délicatesse presque naturelle de cette architecture de béton avec ses occupants maintenant c'est un beau mariage, disons. On peut peut-être ajouter le fait que la Oui. précontrainte, la post-contrainte Ouais. a joué un rôle majeur là, dans le développement de nouvelles formes. On pense simplement à Habitat 67, dont on comprend peut-être difficilement comment ça tient, mais ça tient à cause de la précontrainte et de la post-contrainte. Et donc, je pense que ces techniques ont permis justement de développer des formes beaucoup extrêmement, disons, innovantes euh, Mhm. Mhm. dans l'usage du béton. Et tout le parc Est-ce que, olympique est effectivement, on pourrait dire, fondé sur l'usage de non seulement du béton, mais des techniques comme la précontrainte et la post-contrainte. qui sont, rappelons-le, des techniques par lesquelles on introduit des câbles d'acier Exact. qui sont Des câbles, activés ouais. soit avant. Et Exactement. donc, c'est ce qui fait qu'on a affaire, c'est pas juste des armatures, là, ce sont vraiment, c'est comme des gigantesques structures Ah, d'arc, hein, avec exact. on a une petite question qui nous vient qui est quand même pas inintéressante, mais qui est peut-être plus pour Isabelle, là, est-ce qu'il y a des recettes qui seraient impossibles à reproduire aujourd'hui? Mhm. Euh, parce, parce que dans le fond, on a affaire à un matériau très moderne, mais en même temps il y a un sentiment d'expérimentation. Et, dans le cas d'Habitat 67, quand tu mentionnais, Régent, tu sais, on a eu une rencontre sur l'intégrité en patrimoine de l'ère moderne. Tu sais. Puis Habitat 67, c'est un exemple parce que c'est quasiment un bâtiment qu'on pourrait imaginer pour le proposer au patrimoine mondial. Ben, ça veut dire que ça vient avec des considérations de conservation qui parlent de l'intégrité et de l'authenticité. Alors, mettons que tu commences à réparer le béton là, ben, tu y vas pas avec la méthode des piliers de la métropolitaine. Tu sais, on est plus dans une chirurgie fine, tu sais, qui veut, parce que la, la, la qualité visuelle est très importante. Euh, Exactement. Isabelle, est-ce qu'on a cette connaissance pour, je ne veux pas rentrer dans les, s'il vous plaît, entrons pas dans les molécules et les cristaux, là, Non, parce non. que je vais Euh, me, la non? question de la personne, c'était s'il y a des recettes qu'on peut ne Oui. peut plus reproduire. Qui sont impossibles de reproduire. Là, je sais qu'on De on parle reproduire. français, donc impossible est pas français, mais Euh, oui. ben, je dirais que c'est peut-être au niveau de la technique, là, tu sais, il y a eu un passage avant le béton armé où on a fait pour les sculptures, de ce que j'ai vu, là, entre autres à la cathédrale de Longueuil, les sculptures n'avaient pas d'armature et il n'y avait pas de gros Hmm. granulats. C'était un ciment très, très, très fin sur une masse très imposante. Donc, c'est ça là, qui a un peu provoqué la dégradation. Donc, c'est pas une recette à reproduire. Oui. On Puis au veut pas niveau la du... reproduire, quoi. Non, elle est trop dangereuse, là, disons Mhm. qu'elle C'est n'était pas ça. adaptée à la masse. Mais par rapport à Habitat 67, je suis allée il y a plusieurs années pour justement là, examiner les dégradations, puis essayer de réfléchir à une procédure pour refaire des comblements
sur les parties endommagées, là. Mais il y a toute une équipe, je pense, sur place là, qui a fait des essais, qui a développé une procédure, mais c'est un ensemble tellement complexe, là. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'évacuation de l'eau, puis il y a beaucoup d'infiltration Oui, d'eau, puis donc là, c'est sûr, c'est tout un problème d'ingénierie, d'architecte, là. oui. Et nous, on est plus intervenus au niveau des recommandations pour refaire des comblements, plus vraiment au niveau des textures, des finis de surface, des matériaux. Puis bon, c'est possible là, Mhm. de reproduire, mais ça prend un savoir-faire. Il faut développer ce savoir-faire-là. Souvent, les maçons veulent pas travailler le béton parce qu'ils sont plus familiers avec la pierre, puis les joints de mortier, pas les masses de béton. Mais ça se développe, puis il y a des équipes qui l'ont développé. Est-ce qu'on pourrait, parce que c'est vrai, c'est un peu paradoxal, là, la notion de métier d'art associé à une Hum, matière qui, puis bon, si on industriel. exclut le Panthéon de Rome et tout ça, mais qui est une matière de l'ère industrielle, le post-artisanal, est-ce que peut-être qu'il faudrait, c'est comme les terrazzo, dans le fond, il y a des Oui, magnifiques terrazzo, puis les terrazzo avec, c'est plate si on peut pas ont les disparu réparer, si on a, beaucoup parce qu'il n'y avait oui, pas oui, oui, d'artisans pour les restaurer. Mais ça se restaure tout à oui. fait. L'Italie restaure les terrazzo parce que la tradition est encore vivante. Si ça s'est beaucoup Oui. perdu, là, puis c'était beaucoup des Italiens qui faisaient ça, mais c'est possible de le faire. Rami, je pose une question sur cette finition par rapport à votre projet sur l'université. Donc, finalement, c'est un projet où c'est quoi l'heure et la journée exacte là, en tenant compte de la possible annulation du changement d'horaire où on peut voir se révéler à nous les images. Là, c'est une espèce de Stonehenge à sa façon, là, mais il faudra nous indiquer ça là, pour mettre une petite plaque cachée sous un caillou. Mais est-ce que donc ça fait quand même plusieurs années que vous avez fait ce projet-là. Est-ce que Ouais. vous êtes repassé voir comment ça vieillissait, cette technique-là? Parce que c'est vrai qu'on voit un peu partout, là, pensons aux médaillons dans les parapets de triplex des années 30 avec des castors ou bien des étoiles ou je sais pas, il y a même des guitares. Faut demander à Bernard Vallée, il en fait le catalogue exhaustif. Mais on voit comment l'érosion met en évidence le granulat avec le temps, alors que vous avez affaire à quelque chose d'assez fin et c'est en lien avec le climat aussi. Est-ce que il y a un suivi que vous avez pu faire de ça? Mais en fait, quand on y va souvent, on passe souvent devant, Ah bon? régulièrement. Oui, oui, Et à ce jour-ci, nous, il n'y a pas En fin de compte, le passage du temps n'est pas très apparent en ce moment. ça Donc, c'est tient. vraiment, vraiment intègre à ce que c'était. Puis, voir l'image apparaître chaque jour en montant à l'université, c'est souvent la meilleure façon. Mais ce qui est assez surprenant, en fin de compte, c'est que l'entrée est une entrée cochère. Euh, Mhm. donc, à la façade, parce que vous voulez pas rappeler un petit peu ce qu'il y en était sur cette rue, puis comment on accédait au bâtiment. Et cette entrée cochère a cette faculté incroyable qu'on ne pouvait pas prédire, qui fait que l'image est toujours visible lorsqu'on la traverse. Donc, je pense qu'il y a ça Ah, qui est assez intéressant. Et une autre chose, je pourrais dire, qui est peut-être anecdotique, mais intéressant par rapport à ce genre de projet où on essaie d'utiliser le béton pour faire apparaître des images, c'est comment rendre le tout. À cette ère où on profite énormément de rendus 2D, 3D, de toutes sortes d'images mhm, mhm, pour présenter l'architecture, que ce soit au niveau concours, client, ainsi de suite. Mais les rendus 3D d'une image qui apparaît et disparaît sont catastrophiques. En fait, compte, c'était honteux ce qu'on produisait. Et c'est de retourner à cette idée de prototype, de retourner à l'idée de construire des prototypes pour apprendre, pour être capable de mieux comprendre ce qu'on construit. Et je tombe et je le ramène, je fais un parallèle avec le domaine de l'artisanat, dans le sens que pour apprendre, il a fallu fabriquer plusieurs moules, euh, les couler, tester différentes recettes, et ce sont ces recettes, ces tests, ces prototypes qui ont servi pour être capable d'expliquer le projet. mhm. Euh,
puisque le 2D ou le 3D ne servait absolument à rien. Fait qu'il y avait quelque chose de beau aussi de revenir dans une procédure de créativité qui s'appuyait sur ce qu'on fabrique, ce qu'on fait des mains, plutôt qu'une représentation digitale ou numérique. OK. Ah ben, donc, ça fait partie de le savoir-faire qui se développe même pour Ouais, ce qu'on appellerait des émergences beaucoup plus contemporaines. ouais. On a quelques questions. Je ne sais pas si vous les regardez. Le temps passe, mais finalement, les gens se rendent très intéressés. On a Marcel Lark qui se rappelle de ses conversations avec Taillibert, qui a toujours préféré les vélos aux pingouins. Bon, bravo. Et la question des armatures, hein. Alors, c'est sûr qu'on est dans une période de l'histoire où le mot armée est pas très, très bien vu, là, mais on va y revenir pour des raisons qui appartiennent à des leaders étrangers. Mais la question des armatures, est-ce qu'il y a euh, et là, peut-être à l'échelle des œuvres, il y a quelque chose qu'on peut faire, mais pour les bâtiments, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir? Parce que c'est un matériau qui est. J'ai vu des cas d'édifices D'ailleurs, un des bâtiments de le Riga, l'édifice Riga sur la rue Christin qui a été démoli pour être remplacé, c'était le Mhm. petit cousin ou le petit frère de l'édifice Godin au coin de Sherbrooke-Saint-Laurent. Ben, les dégradations étaient très importantes, les armatures, puis on n'est même pas dans un contexte marin ici, quoi qu'on a vu avec le métro sur la ligne bleue, que le sel, le déglaçage et le pont Champlain, rappelons-nous que le pont Champlain, il a fallu le remplacer, ça a coûté des milliards parce qu'on avait économisé sur le drainage dans les années 60. C'est un pont qui a coûté, je pense, 38 millions à l'origine. Mais c'était la question de la dégradation due au sel et tout ça. Et est-ce sans tomber dans la technique, mais on a un sentiment qu'on pourra faire quelque chose. Est-ce que on a confiance dans la science pour nous aider à peut-être pas tout sauver, mais au moins en sauver certaines qui méritent de l'être, tu sais, de ces structures en béton. Régent, Oui, ouais, ben, effectivement, OK. il y a vraiment une expertise qui s'est développée. Entre autres, il y a une institution comme le Getty Conservation Institute qui a beaucoup travaillé Ouais. sur la conservation, la réparation des bétons. Et donc, il y a des techniques, évidemment. Ensuite, bien sûr, tout dépend des cas, hein. Il y a des cas qui sont plus avancés que d'autres. Ça dépend souvent de la recette du béton qui a été utilisée. Donc, Mhm. il y a plein d'enjeux techniques. Mais oui, il y a aujourd'hui une expertise qui existe. Et donc, il y a beaucoup de structures qui sont en mauvais état qui pourraient être euh, réparées, et éventuellement restaurées ou réparées. Le cas du Christin est un peu particulier parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur le bâtiment et Mhm. malheureusement, il y avait eu des problèmes de conception et il y avait des problèmes aussi de construction. Et donc, le Riga est Ah oui. un peu un mystère parce qu'il y avait même des poutres qui n'étaient pas rattachées aux colonnes. Donc, ça a amené, c'est pourquoi il Ah y a eu une bon? décision qui avait... Ah non, enfin, c'était assez catastrophique. Et Oui, oui. au moment de la démolition du bâtiment, pour pouvoir le remplacer par un autre, il y a des ingénieurs, enfin, j'ai eu l'occasion d'y aller et effectivement, il y avait des problèmes de jonction. Donc là, il y avait vraiment, dans ce cas-là particulier, des problèmes de conception et de construction, de réalisation. Mais ce n'est pas le cas bien sûr, de tous les immeubles. Et il y a Mhm. effectivement des techniques aujourd'hui, une expertise qui existe. Donc, on peut considérer on peut imaginer que bien des structures qui sont en mauvais état pourraient être réparées. OK. Donc, Même il y a de si on peut l'espoir. difficilement remplacer les armatures, mais on peut Oui, peut-être les euh, traiter avec un traitement chimique ou électrochimique, il y quelque a chose comme ça. exactement. Oui. Oui. OK. Le, est-ce que les bétons haute performance dont tu parlais tantôt, Oui. ça, parce qu'on tu sais, il faut quand même se rendre compte qu'on commence à introduire des nouveaux matériaux pour la construction en hauteur, mais les visées vers une densification urbaine vont appeler à des choix qui peuvent sembler paradoxaux. Là. Pour densifier, ben, il faut des matériaux qui sont capables de livrer de la densification, puis c'est pas le 2 par 4 qui fait ça, ça va être le béton, l'acier, qui sont des matériaux à haute empreinte carbone. Oui. Mais est-ce que les nouveaux matériaux apportent des éléments ou des Euh, pistes?
Oui. Disons qu'au niveau des bétons haute performance, peut-être que Rami est mieux placé que moi pour en parler. Cependant, c'est quand même pas un béton qu'on utilise dans tous les contextes. Alors Mhm. bien, je comprends ta question, c'est que si on veut densifier, on va utiliser des bétons qui sont pas nécessairement des bétons hyper performants, et donc des bétons Mhm. qui exigent encore une production de CO2. Alors Oui. oui, et là il y a des enjeux. Cependant, je pense qu'on parlait tout à l'heure des travaux qui se font à l'université de Sherbrooke. Ben, il y a une expertise là aussi qui se développe dans la production de bétons qui sont moins, qui génèrent moins qui exigent moins euh, de carbone, Le carbone, oui. d'émissions de CO2. Donc oui, on peut espérer qu'on arrive à produire des bétons plus, j'ose pas utiliser le terme écologiquement approprié, mais enfin des bétons qui sont Ouais. moins producteurs de CO2. Oui. Bon. OK. Ben, écoute, c'est quand même une piste Donc, encourageante. Quand on met la science devant des obligations comme ça, probablement ils sont capables de trouver certaines solutions, mais il faudrait peut-être amener un peu de modification dans nos habitudes et notre appétit sur le territoire aussi. certainement, oui. J'aimerais peut-être on va bientôt conclure, ce qui n'est pas une conclusion parce que on vous remercie beaucoup pour beaucoup de vos questions qui sont restées. J'en vois sur l'archéologie, sur l'architecture, sur la maintenance, sur les œuvres d'art, tout ça. Et mais peut-être quelques dernières observations, puis je vous demanderais à chacun d'entre vous, tu sais, si vous aviez à suggérer à quelqu'un d'aller voir un ouvrage de béton intéressant. euh, Ça peut être à Québec, bien sûr, ou à Trois-Rivières, Oui. mais ou ailleurs, mais au Québec. Ouais, lequel serait-ce? Mais Rami, suggestion? Oui, en fin de compte, dis-nous, je ne sais pas si c'est accessible, mais on a eu la chance lors du concours pour réutiliser la toile du stade euh, Oui. avec le jury, de réfléchir un petit peu puis de regarder toutes les propositions extraordinaires à travers le monde. Mais ce qui est si fascinant, c'est de voir le stade ouvert, sans toiture. Donc, c'est peut-être pas une visite physique qui est possible en ce moment, mais je sais qu'il y a plusieurs images qui circulent et j'espère que potentiellement il va y avoir des visites qui pourront être organisées pour Mhm. avoir un autre point de vue et de rentrer dans ce stade et de voir soudainement cette double toiture qui a été retirée et de célébrer le béton complètement ouvert vers le ciel. C'est autant qu'on en a écrit des romans et des romans sur le stade, il y a quelque chose encore que je dois avouer qu'à l'intérieur, en regardant vers le haut, j'étais ému, euh, malgré toute la polémique qui l'a suivi, je la comprends. Donc, ce serait un petit peu de retourner Oui. aux racines, parce que tout ce qui en est au niveau des installations olympiques de 76 demeure des œuvres remarquables au niveau du béton. Bon, merci. C'est un Alors, peu on espère grandiose, que là. oui, oui, mais ça nous ouvre vers le ciel, c'est quand même pas si mal. Je te remercie, Euh, Dino. Régent? Oui, ben évidemment, je reste un peu sur le même territoire parce que on en a parlé tout à l'heure, la station de métro P9 est quand même assez exceptionnelle au niveau des différents Mhm. types de béton qui ont été utilisés. Bien sûr, béton coulé sur place, béton préfabriqué, mais il y a aussi le béton de la murale de Jordi Bonnet. Donc, on trouve là une variété de textures et je dirais, de types de traitement du matériau béton. Et donc, c'est un excellent lieu pour comment- se familiariser, si on est moins familier, se familiariser avec les différentes façons de traiter le matériau béton. Donc, j'encouragerais à retourner à la station P9 pour ceux qui sont intéressés par cette question. Voilà, c'est bon. C'est bon pour votre empreinte carbone parce que vous allez en transport en commun. Voilà. C'est très excellent, ça. Bravo. Merci. Et Isabelle Paradis. Oui, moi, je suggère une visite au Grand Théâtre de Québec pour aller voir la belle murale de Jordi Bonnet. Puis en plus, là, récemment, ils viennent de créer un concept de lumière, là. J'ai pas vu encore, là, mais la murale comme telle, on peut passer des heures à la regarder. Il y a tellement de détails et en même temps, c'est tellement monumental. Puis c'est vraiment, l'intégration au bâtiment est complètement réussie, là. Donc oui, c'est une magnifique œuvre. Ah.
à aller voir. Bon, ben merci. En tous les cas, on vous remercie d'avoir passé quelques minutes ensemble dans cet échange urbain. Moi, j'inviterais les gens aussi à aller au coin aller prendre peut-être un café ou quelque chose, Saint-Laurent-Sherbrooke, parce qu'on pense que le béton, effectivement, c'est une invention de l'après-guerre, mais il y avait des fantaisistes peut-être un petit peu loufoques à leur façon, ou aller voir la coupole de Saint Michael of the Bagel. Les gens connaissent ça comme l'église au coin de Saint-Urbain et de Saint-Viateur, là, qui est un voile mince en béton 1916. C'est quand même pas si mal. Alors, évidemment. Alors, Aristide Beaugrand-Champagne. On vous remercie infiniment, Isabelle Paradis, Rami Rewabi et Jean Legault, pour votre participation. Merci tout le monde pour cette contribution à cet échange urbain, le premier de la 13e saison. Donc, c'est quand même, je ne sais pas si on va revenir avec la proposition d'un échange urbain sur le panneau de gyps ou la tuile acoustique, mais ça, c'est peut-être pour la prochaine génération d'organisateurs des échanges urbains. Il faut quand même donner le temps au temps. D'ici là, on vous souhaite de bonnes pérégrinations sur les ouvrages d'art. C'est quand même un terme qui convient bien au béton, cette notion d'ouvrage d'art. Et pour ceux qui cherchent, ben, essayez de trouver la carte Montréal-Béton, mais j'espère qu'ils vont pouvoir en faire une pour d'autres coins du Québec parce qu'il y a quand même des très belles réalisations un peu partout et la vallée du Saint-Laurent en général. Alors, on vous remercie. Un prochain rendez-vous pour les échanges urbains sera en janvier. Suivez, comme disait Marie-Louisa, parce qu'on aura un échange urbain en ligne de nouveau en janvier sur la question des intérieurs avec, on a vu le cas du 9e de Chayton, comment est-ce qu'on se réapproprie ces espaces patrimoniaux. Certains sont en béton, mais beaucoup sont en d'autres matières. Rami, avais-tu levé la main pour un droit de parole ou c'était pour ton crayon semblait vouloir s'envoler? Non, c'est correct. Oui, non, OK. merci, Dino. Bon. Alors, on vous remercie, puis on vous souhaite une bonne continuation. Si vous regardez sur l'Internet pour les travaux par exemple, de Ernest Cormier, il y avait des ouvrages en béton assez remarquables, les hangars de la Compagnie franco-canadienne. On a et pensons au patrimoine des centrales électriques. Les Cèdres, à côté de Montréal, c'était du béton coulé sur place à l'échelle de la centrale. Il y a des ouvrages de toutes sortes d'échelles, mais on vous remercie de ce premier échange et on vous souhaite un bon après-midi, un bel automne. Bye. Merci. Au Merci à revoir. tous.